Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Multijoueur, votre rendez-vous jeux vidéo. On commence l'année au salon de Las Vegas, le CES. Eh bien oui, on va vous parler jeux vidéo, mais aussi beaucoup plus matériel. Avec l'ami Otaxu, évidemment. Dès qu'il y a du matériel, t'es dans le coup. Hein. Ah bah là pour le coup ce CES 2025 c'est juste du pur Otaxu tiers. C'est que des sujets pour moi, donc je suis très heureux là. Bah, je suis contente de te retrouver sur le même plateau que l'année dernière. Oui, c'est clair. Et avec toi, notre petit nouveau Raphaël Denubéric. Bonjour. Bonjour Raphaël. Ça va bien? Écoute, on est content de te voir là, dans le bruit ambiant de Las Vegas. La fatigue, la course, tout le temps, tous les jours. Normal quoi. On est là. Mais voilà. Et on va vous parler, eh bien, moins de jeux cette fois-ci et beaucoup plus de matériel. C'est parti pour l'actu. On a quand même pas mal d'actu pour vous. Alors, c'était difficile d'être au CES et de ne pas vous parler, eh bien, d'une petite info qui a circulé. Il était possible, on avait prévu quand même tous les trois de vous parler éventuellement de l'annonce de la nouvelle Switch. À cette heure-ci, rien du tout sur la nouvelle Switch, mais au CES, on a quand même parlé de la Nintendo Switch et pour cause, Otaxu, on a un petit constructeur qui s'est légèrement amusé à sortir un sample voilà. pour les accessoires. Oui, bon bah écoute. Hein. Ça a été alors je vais pas dire le sketch parce qu'en fait c'est un exposant ici américain qui s'appelle Genki qui fait des accessoires un peu tendance rétro gaming. Alors qui avait annoncé tout de suite sur sa fiche exposant en disant on a des accessoires pour la Nintendo Switch 2. Déjà qui n'est pas son nom officiel. Il n'est pas le seul dans ce cas d'ailleurs. Hein, oui, il y a énormément. Voilà. On s'y attendait un peu, il faut avouer ce qui est. Au pays des accessoires, on a quand même souvent des petites fuites. Oui, il y en a souvent. On le voit tous les ans sur les iPhones. On y a droit à chaque fois. Les coques qui sortent en avant-première sur les salons, on les voit. C'est vrai que là, pour la Switch, c'était quand même assez cocasse. Alors voilà, il faut savoir que dès le premier jour, donc Genki, ce petit exposant, c'est une boîte de 5 personnes seulement, ils ont montré une vidéo, alors c'était du rendu évidemment, avec des accessoires pour la future Switch en disant on a les dimensions exactes. Évidemment, ça a embrasé les réseaux sociaux et Internet. On a tous voulu aller voir. Alors nous, on a eu la chance, on a pu aller voir ça de près. Et bien pour tout vous dire, ce n'est pas la nouvelle Switch. Grosse déception, messieurs, je suis désolée, j'aurais bien aimé vous le ramener. Ce n'est pas du tout ça. En gros, c'est un accessoiriste qui s'est amusé à prévoir des accessoires. Mais il a quand même des informations. Alors, qui sont des demi-fuites parce que lui, il n'a pas voulu fuiter. On a vu des manettes aimantées, on sait qu'il y aura des manettes aimantées, on sait qu'il y aura ce fameux bouton C. On ne sait pas exactement ce que c'est que ce bouton mystère. C'est la plus grande interrogation, j'ai l'impression, autour de cette Switch 2, c'est le C, il sert à quoi? Voilà, sans doute lié quand même à l'interface, parce qu'on sait que Nintendo est quand même un grand spécialiste. Alors vous pouvez voir les images de ces... Il y a un support de manette, alors pour l'avoir essayé, évidemment, donc on a dit c'est de l'impression 3D, hein, soyons clairs. Oui, et là c'est créé par l'accessoiriste pour le coup. L'accessoiriste, c'est ce qui compte faire, ce n'est pas un accessoiriste officiel. Tu fais bien de le dire, parce que qu'est-ce qui se passerait si c'est un accessoiriste officiel, Otaxu? Est-ce que tu sais? C'est en forme de triangle, donc PlayStation ne serait pas content. J'en sais rien. Ça pourrait. Non, en fait, le problème, c'est que toutes les personnes travaillant actuellement avec Nintendo sont tenues par un accord sous embargo qu'on appelle NDA et théoriquement, on n'a pas le droit de montrer le moindre accessoire, le moindre élément. L'accord s'appelle un fusil sur la tempe. Voilà, c'est simple ça. Surtout bien, chez Nintendo. Ouais. On a rencontré le créateur, le fondateur de Genki et il n'avait pas mesuré le buzz occasionné par ces accessoires en impression 3D. Alors il y a quand même des manettes, un support de manette, il y a une coque pour la Switch 2. Alors on va l'appeler comme ça, ce sera plus simple. Il y a énormément d'accessoires et ça a fait le buzz, tout le monde voulait le voir. Ce ne sont pas des fuites et lui, il a extrêmement peur. Mais souvenez-vous, D-Brand avait aussi montré des accessoires et ça correspond quand même en tout point. Mais eux, à la minute où ils ont les infos, ils les sortent immédiatement et ils s'en fichent complètement de D-Brand. Je ne sais pas ce qui se passe avec cette boîte. Je ne sais plus si elle est canadienne ou américaine. Mais c'est les rois des fuites des modèles 3D en fait tout simplement qu'ils envoient aux constructeurs de périphériques pour prévoir les bonnes dimensions et des trucs comme ça. D-Brand, vous nous avez envoyé un truc Internet. Et voilà, point. Là, c'est un peu ce qu'a fait Genki. Ils avaient quand même communiqué disant qu'ils arrivaient avec des choses. Est-ce qu'on a une petite idée de quand pourrait arriver cette Nintendo Switch? Parce qu'on attendait l'annonce pour l'émission. Mars-avril, comme la Switch première du nom en fait, hein, fin mars, début avril. Donc petite annonce bientôt. Moi, depuis que je sais qu'il n'y aura... Enfin, je sais que les rumeurs disent qu'il n'y aura pas d'écran OLED, ça ne m'intéresse plus. Ça le mérite d'être clair. Voilà, ça c'est fait. Donc voilà, à confirmer. En attendant, voilà, on voulait vous le dire. On les a rencontrés. En tout cas, ils font pas les malins aujourd'hui, Genki. Ils sont très très discrets, très profil bas sur le CES. Mais
En tout cas, je voulais quand même dire, ils ont des très bonnes idées d'accessoires si la console ressemble vraiment à ça. Petite news très vite, je vais vous montrer un maillot parce qu'on va parler matériel et souvent quand on parle matériel, on parle e-sport. Et voilà, j'ai un super mannequin avec moi. C'est le nouveau maillot de l'équipe du team Vitality, le maillot Pro 25, qui nous ont fait ils ont eu la gentillesse de nous montrer, qui est fait avec Hummel. Ça fait 3 ans qu'ils font un partenariat avec Hummel, équipementier quand même des équipes de foot. Et je voulais vous le montrer parce que c'est un peu notre cocorico à nous. Il faut représenter quand même. Vitality fait des bons scores en plus. Donc, voilà. Les 14 équipes Vitality seront équipées de ce maillot pour cette année-là. 80 € le maillot. On se rapproche quand même des prix des maillots de foot. Ah bah c'est du soutien, hein. Il faut être fan, mais voilà, ça aide l'équipe. Mais moi j'aime bien l'idée, le côté la Tour Eiffel, l'abeille au cœur du la Tour Eiffel, toutes les flèches qui forment le V pour Vitality et le W comme vous avez pu voir pour Winning, parce que tant qu'à faire, c'est pas plus mal. Voilà, c'était juste le petit coucou qu'on voulait faire à Vitality, notre équipe qui réussit, notre team qui réussit quand même pas trop mal. Bon, on va revenir au salon, messieurs, parlons des choses sérieuses. Et la grande star du salon, évidemment, c'était Nvidia. Je croyais que c'était toi, Mélinda, moi. C'était moi ? Non, oui. Pas encore. J'essaye de me faire aussi discrète que la Switch 2. C'est les paillettes rouges. C'est les paillettes. Nvidia, star du salon. Ah bah, grosse star du salon, oui, quand même. Alors, Otaksu en sait plus que moi, hein, mais il y a eu des annonces qui sont quand même assez incroyables. Moi qui ai suivi ça d'un peu plus loin que toi. Il n'y a pas d'équivalent, on est d'accord, sur le salon de marques qui ont fait parler autant que ça d'elle. Non, et puis ils n'ont pas Jensen en plus. Jensen, alors moi j'avais dit notre Taylor Swift à nous, de la tech, parce que quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils disent, ça fait un buzz de la mort. Otaksu, maintenant la parole est à toi, la balle est dans ton camp. Qu'est-ce qu'ils nous ont annoncé, Nvidia ? Est-ce que ça valait vraiment le coup, cette conférence ? Oui. Pour le coup, on va quand même se focaliser, je pense, sur ce qui est comment dire, proche des acheteurs, vraiment, parce qu'il y a énormément d'annonces B2B aujourd'hui chez Nvidia à cause de l'intelligence artificielle et des calculs de robotique ou ce genre de choses. La grosse annonce, c'est la nouvelle série 50, clairement, de cartes graphiques, qui va sortir alors à partir du 30 janvier, aussi mi-février. On a les 50-90, 50-80, 50-70 Ti et 50-70. Les deux premières les plus puissantes sont celles qui sortiront en première. Grosse nouveauté finalement. Si on regarde les cartes juste comme ça, il n'y en a pas tant que ça. C'est ce que j'allais te dire. C'est-à-dire que la puce elle-même, en termes de performance brute, on est sur du générationnel, donc ça va être plus 15-20% de performance. Ce qui est vraiment fou avec cette nouvelle génération, c'est qu'elle change totalement la manière de faire le rendu des jeux en intégrant l'intelligence artificielle dans tout le processus. C'était l'autre mot que Jensen Huang avait le patron d'NVIDIA avait à la bouche, c'était IA. On a l'impression qu'ils en mettent. Dès qu'ils peuvent en mettre, ils en mettent. Mais alors, ce qui était intéressant par rapport à ce que disait Jensen, alors évidemment il est grandiloquent, mais il n'a pas tort sur une chose, c'est qu'il déclarait que les GPU les avaient amenés à développer l'IA et qu'aujourd'hui l'IA leur permet de développer leur GPU. Ouais. Et c'est bien vrai, hein, parce que pour le coup, il y a des améliorations sur les cœurs de ray tracing, il y a des améliorations de puissance et de performance sur les Tensor Core, et en vérité, j'ai un peu envie de dire que c'est la partie de performance qui importe, parce qu'on a toutes les technologies derrière qui vont être basées sur ça. Dans la philosophie globale de la carte, avant même de parler du DLSS 4, on a en fait toute une série de processus qui sont basés sur ce qu'on appelle des neural shaders. Les shaders, en fait, ce sont les logiciels qui sont lancés par la carte graphique, tout simplement. Et au lieu de faire les calculs classiques où ça va apposer l'ombre, la lumière, ce genre de choses sur les objets 3D, là, ça mélange non seulement ces calculs classiques, mais des calculs d'intelligence artificielle. Le GPU n'a plus besoin de s'arrêter au Tensor Core, d'attendre que le process soit fait pour appliquer l'IA après. Et ça, ce que ça donne, c'est des performances en surboost, mais permanent, parce que l'intelligence artificielle permet de libérer finalement les performances pour créer l'image. Le meilleur exemple pour ça, ça va être effectivement le DLSS 4, mais pas que, parce qu'il faut voir que par exemple pour une image de 33 millions de pixels, la carte graphique va finalement devoir générer une image de 2 millions de pixels, et l'intelligence artificielle va s'occuper des 31 restants. Elle va bosser pour le reste, quoi. Et ça veut dire que du coup sur les 2 millions de pixels, tu peux mettre la max de ray tracing, les objets 3D les plus lourds sans charger la VRAM. Et après on a donc l'intelligence artificielle qui va gérer ça, et on a le DLSS 4 qui est aussi la grande nouveauté, qui va aider sur la fluidité de l'affichage, sur ce genre de choses. Le truc qui est vraiment exclusif à cette génération RTX 50, c'est le multi-frame generation, c'est-à-dire
C'est-à-dire que pour une trame, une image qui est créée par la carte graphique, on en a 3 par la suite qui seront créés par l'intelligence artificielle. Le même principe où l'intelligence artificielle est aujourd'hui assez performante pour créer 3 images à la suite. Donc on multiplie par 4 la fluidité de l'affichage. Je n'aime pas parler de performance pour le DLSS. Et ça, c'est le multiframe generation. Alors ça s'ajoute à une autre technologie qui vient en fait reprendre quelque part le contrôle de l'affichage des images pour être sûr qu'elles s'affichent au bon timing. Parce qu'on a des soucis d'affichage quand c'est mal fait sur ces technologies-là, où du coup, tu as une image qui arrive un peu plus tôt qu'une autre et ça crée des déchirements, ça crée des trucs. Là, il n'y a pas ça. Le GPU gère l'intégrale de ce pipeline et le fait proprement. Mais c'est pas la fin. Parce que pour le coup, le DLSS 4, ça n'est pas que le multiframe generation qui est exclusif au RTX 50, c'est toutes les technologies de Nvidia déjà connues qui passent à un nouveau modèle d'intelligence artificielle. C'est assez bluffant. Tu as vu les extraits ou pas du DLSS 4 ? Ouais, j'en ai vu quelques-uns, notamment sur Cyberpunk, où tu as des performances qui sont... on l'avait déjà vu avec le DLSS 3, qui était déjà une révolution. Le DLSS en lui-même, le DLSS 3 qui a fait quasiment du x2 sur certains jeux. Et là, j'ai vu qu'on était, tu me corrigeras, mais je crois qu'on est à du x8 dans certains cas, ce qui est impressionnant, et notamment sur Cyberpunk, qui est un peu une des références graphiques du moment avec Alan Wake que vous connaissez. Voilà, moi c'est Alan Wake 2 qui m'a bluffé, parce que c'était déjà pour Nvidia. Alors avant Black Myth Wukong, c'était un peu leur référence de toutes les technologies qu'ils pouvaient mettre, le path tracing et compagnie. Et quand on a vu le jeu arriver, on s'est tous dit waouh, là quand même, ça en jette. Ils ont été capables de nous montrer, de nous faire une démo avec le DLSS 4. Et là, on voit soudainement plein de défauts qu'on n'avait pas vus au jeu. Qui disparaissent. Qui disparaissent. Notamment, moi j'étais bluffé par ce ventilo qui tourne un moment au lieu de la table et qui en effet laissait un halo léger de mouvement. Une rémanence, quoi. Ouais, une rémanence. Et DLSS 4, ça a complètement disparu. Et alors, le truc est magnifique avec ces technologies-là dont je viens de vous parler, donc l'amélioration des technologies qu'on connaît déjà, c'est que toutes les cartes RTX pourront en profiter, il n'y a absolument aucun problème. Ah, c'était ça ma question, toutes les cartes qui supportent le DLSS. Toutes les cartes en profitent. Donc ça veut dire à partir de RTX 20. RTX 20, ah du oui. Coup, toutes les cartes RTX en profitent. Il n'y a que en fait, le multiframe generation qui est vraiment une exclusivité générationnelle. Par contre, comment dire, les jeux qui ne sont pas forcément compatibles avec DLSS 4, qui n'ont pas été mis à jour pour ce DLSS 4, avec l'application Nvidia, on va pouvoir forcer l'application des nouveaux modèles d'intelligence artificielle qui ont été entraînés et qui ont permis cette amélioration sur les jeux qui sont déjà compatibles DLSS. On parle d'une centaine de jeux. Quand même. Il y en a déjà, je crois, au lancement, le DLSS 4 tout court, il y a 75 jeux qui seront compatibles. Et il y a plus d'une... Après, c'est vraiment tous les autres où on peut forcer l'activation du nouveau modèle IA entraîné. Je ne vais pas vous faire le détail technique, il est très vénère. On n'a pas beaucoup de temps. Allez regarder la chaîne de Taxou pour avoir toutes les informations sur les cartes pour ceux qui veulent vraiment... là pour le coup, j'avoue, j'ai expliqué dans le détail. Mais voilà, il y a ces 75 jeux où c'est suroptimisé du coup au lancement. Mais tous les autres jeux qui utilisent le DLSS, on peut forcer l'utilisation du nouveau modèle. Et si on préfère le rendu précédent, on peut remettre le rendu précédent. Enfin vraiment, en termes de rétrocompatibilité, c'est incroyable ce qui se passe et on n'a pas l'habitude que Nvidia soit comme ça. Donc c'est assez fou. Toi qui as donc vu d'un peu plus près ces nouvelles cartes graphiques, j'ai une question sur un argument avancé par Nvidia qui est qu'une 4090... Enfin qu'une 5070, donc les nouvelles, ce serait aussi bien qu'une 4090. On me ment ou pas ? Théoriquement. Oui et non. Alors c'est ça le truc, c'est que je vous l'ai dit, les performances brutes de ces cartes-là n'évoluent que de 15-20%. C'est avec en fait l'application de toutes ces nouvelles technologies neuronales, que ce soit dans la création du jeu vidéo lui-même, comme je vous disais les neural shaders, ou l'application du DLSS, qu'on va pouvoir effectivement sur le papier avoir les mêmes performances sur une 5070 qu'une RTX 4090 par exemple, ou que Nvidia dit aussi une dinguerie comme la 5090 est 2 fois plus performante que la 4090. C'est en comptant toutes ces technologies. Évidemment. Mais après il faut aussi admettre qu'on est en train d'ouvrir la voie à une nouvelle ère de la création de jeux vidéo, ou plutôt en fait du rendu du jeu vidéo sur PC. Mais en rendu visuel, en rendu dans le jeu aussi, on a vu beaucoup d'expériences. Je ne sais pas si tu as vu les autres expériences à l'IA proposées par Nvidia. Alors moi j'ai vu sur le jeu Inzoi,
qui est le jeu de simulation de vie qui va arriver. Ils ont injecté leur IA. Alors on savait qu'NVIDIA et Krafton travaillaient énormément dessus. Là, moi j'ai vu la démo où ils mettent un espèce d'assistant à l'IA dans le jeu. C'est-à-dire que vous avez une petite fenêtre contextuelle où vous allez pouvoir, sur un de vos partenaires de jeu, pas votre personnage principal, mais un autre personnage, rentrer dans sa fiche de personnalité et soudainement dire, bah voilà, là aujourd'hui il n'est pas d'humeur, aujourd'hui il a envie de parler à personne, ou alors il a envie de zigouiller tout le monde. Et derrière votre sim, Siminzoï, votre Zoï, va agir en conséquence. Et là donc on arrive en effet sur ce qu'on avait déjà vu, c'est-à-dire notre capacité à influencer vraiment le développement d'un jeu. L'IA, c'est vraiment à toutes les sauces. C'est les technologies NVIDIA Ace qu'on avait vu d'ailleurs l'année dernière, dont on a parlé du coup sur le multijoueur de 2024, où effectivement ça se développe de plus en plus. Ça, c'est des outils de développeurs, mais ils sont accélérés par les cartes graphiques, donc accélérés, supportés, soutenus. Les performances sont juste 100 fois meilleures sur les cartes NVIDIA. En fait, c'est un peu la beauté de cette nouvelle génération NVIDIA depuis quelques années déjà, c'est que vu qu'ils se focalisent énormément sur l'intelligence artificielle, mais qu'ils n'oublient pas pour autant les performances, ils sont capables non seulement de faire un one-two punch en fait, c'est-à-dire que sur les perfs, ils en mettent déjà beaucoup, parce que 15-20% c'est ce qu'on attendrait dans l'ordre général, mais en plus après, ils viennent avec tous les logiciels, non seulement pour les consommateurs eux-mêmes, on a DLSS 4, etc., mais aussi pour les développeurs, comme tu le disais, NVIDIA Ace, ou c'est toutes ces choses qui permettent de transférer par exemple la voix, faire en sorte que le modèle anime parfaitement, tout ce qui est animation de faciale, etc. Tout ça, c'est NVIDIA qui le supporte, qui le soutient aujourd'hui et qui fait en sorte que ces modèles IA soient prêts pour un prime time, pour un vrai gros jeu, quoi. Ça t'intéresse, toi, ça, l'IA à gogo? Bah, évidemment, de toute façon, moi je la vois de près aussi, chez les numériques, dans toute la tech, on en parle, on ne parle plus que de ça, notamment dans les émissions qu'on fait. Mais c'est hyper intéressant, la démo Ace de l'année dernière, elle était absolument incroyable. Et de toute façon, je pense qu'NVIDIA n'avait pas le choix. Physiquement, tu ne peux plus rentrer autant de transistors que tu veux dans une carte graphique. Donc si tu veux pas avoir une carte graphique qui fait 8,5 kg, elles sont déjà énormes, elles sont beaucoup plus grosses qu'il y a quelques années, mais physiquement tu peux pas aller plus loin, donc l'IA était une réponse aussi à ça, de tout faciliter du côté hardware en fait. Et là tu vas investir dans laquelle? Alors je rappelle les prix, si je me trompe pas, de 649, tu me dis Otaxou si je me trompe, de 649 € pour la RTX 5070 à 2159. À 2349. Oh pardon, excusez-moi, je vous faisais une réduction. C'est une bouchée de pain. Il va être obligé de la faire, je pense. Désolé Nvidia, j'ai revu la grille de prix. Alors moi j'ai la chance de travailler sur un média tech, donc les numériques. Tu vas toutes les tester. Voilà, on va les tester, je vais y avoir accès et puis on va faire des benches comme toi Otaxou, j'imagine. On va bencher tout ça ardument pendant les prochains mois. Il y a des PC qui vont chauffer dans les rédactions. Autre acteur qu'on attendait aussi peut-être un peu plus en lumière, mais c'est difficile d'éclipser l'ami Jensen, c'est AMD. Bah oui. Où en est AMD, messieurs? Alors du côté des GPU, je sais pas si tu as vu des choses. Je peux te le faire en une phrase. Alors vas-y, t'as une phrase. On attendait la RX 9070, elle n'était pas là. Voilà. Non, mais... Merci. Non mais AMD en retrait. Mais alors, paradoxalement, parmi toutes les choses qu'on a vues sur le salon, on a vu un produit estampillé AMD. Alors sur la partie GPU, effectivement, ils n'étaient pas là. RDNA 4, ils ont esquivé. Sur la partie, on appelle ça APU, SoC, c'est des systèmes mobiles qui intègrent processeurs, cartes graphiques, NPU maintenant pour les calculs d'intelligence artificielle. Et ils ont sorti une nouvelle génération de produits qui vont booster ce genre de petits formats. Pour parler un petit peu de la puce en elle-même, on est sur la génération Ryzen AI Max. Alors en fait le principe c'est qu'ils ont pris les puces mobiles qu'on peut avoir par exemple dans les petites consoles portables qu'on a vu, on va en parler d'une sous peu, où il y a un très bel équilibre entre le processeur et la carte graphique pour aussi bien faire des tâches bureautiques que des petits jeux vidéo ou du traitement vidéo, etc. Ils ont pris ces petites puces mobiles et ils ont fait, et si on mettait la Max dedans. Donc pour vous donner un ordre d'idée, il y a des compute units, ces parties qui calculent en fait ça. Dans un Z1 Extreme intégré à un ROG Ally ou un truc comme ça, il y en a 12. Dans ces puces là, il y en a 40. D'accord, en toute simplicité. La base. Et on retrouve toujours les 16 cores absolument parfaits des AMD mobiles sur ça. Et ça permet d'avoir ce genre de produit. Là, c'est le l'Asus ROG Flow Z13 nouvelle génération. C'est une tablette.
Disons-le, c'est une tablette puissante en format. Pour ceux qui nous écoutent, c'est avec un clavier. Le parallèle le plus simple finalement, hein, c'est de dire Surface Pro du gamer, puisque c'est sensiblement le même type de format. Alors après, il faut voir qu'on a un petit pied au dos. On a la petite fenêtre pour voir comment dire le petit processeur derrière. Mais voilà, c'est un produit, vous le voyez, hein, qui est incroyablement fin et qui pourtant a la capacité productive gamer d'aller très très loin en productivité. Faire du rendu 4K là-dessus, il n'y a absolument aucun problème. Faire du After Effects, il n'y a pas de souci. Sur le gamer, on passe par exemple Black Myth Wukong, qui est un des plus gros jeux aujourd'hui à faire tourner sur cette petite machine, sachant que on est sur des écrans 16 dixièmes Quad HD, 180 Hz, 500 nits de luminosité. On est sur 32 Go de RAM, sachant que c'est de la mémoire unifiée, donc c'est-à-dire que le processeur comme la carte graphique accèdent au même pool de mémoire, comme le font les Apple par exemple, et ils peuvent dynamiquement changer. Genre par exemple la carte graphique peut dire là je prends 24 et je te laisse 8 pour le reste. Donc voilà, il y a tout ce genre de petites choses. C'est super fin, ça fait que 1,2 kg. En termes de chauffe, on est quand même sur non seulement des chambres à vapeur, mais aussi le métal liquide pour faire la transition entre la chambre à vapeur et la puce. Et en fait, l'avantage de cette puce, c'est surtout que vu qu'elle intègre les deux éléments, elle est toute petite, donc elle va permettre de créer ce genre de nouveau format. Enfin, c'est pas nouveau, le Flow Z13, on le connaissait, mais d'affiner les produits, d'optimiser l'autonomie. Donc vraiment, on va aller sur de la polyvalence incroyable. Et donc, on peut jouer sur une tablette qui en plus Wi-Fi 7. Tout à fait. Toi, Raphaël, c'est plutôt toi, t'es quand même grand spécialiste des écrans et des vidéoprojecteurs. T'as plus été bluffé par des écrans, toi, que par ça? Là, tu veux dire au CES cette année? Ça, j'aime bien quand même, parce qu'on a quand même des évolutions qui sont assez folles en termes de... Parce que on l'a pas forcément expliqué pour les gens, mais là, on parle d'un GPU intégré. Il n'y a pas de carte graphique dédiée, ce qui est quand même assez fou. Niveau écran, cette année, il y a quand même pas mal de petites innovations du côté de l'OLED, du côté du mini LED, de choses comme ça. Les vidéoprojecteurs, on en parlait. Ce que j'ai vu cette année qui m'a impressionné, c'est les modèles à ultra courte focale, qui sont généralement des produits assez massifs, des vidéoprojecteurs qu'on peut mettre très proche d'un mur. C'est tout leur intérêt, j'en ai un à la maison, moi j'adore ça. Et bien maintenant on en voit des vraiment très très compacts, j'en ai vu plusieurs sur le salon, qui vont sortir cette année, qui vont sortir l'année prochaine. Et donc on pourra avoir des produits plus accessibles, beaucoup plus compacts et avec une excellente qualité d'image. Et en plus, on va pouvoir faire du gaming dessus. Mais moi, ça c'est quelque chose qui m'a bluffé. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, un constructeur de télé, les écrans, les OLED, QNED, tout ça, même les CD mini-LED, on arrive à des super définitions d'image. Donc ils ont besoin d'un autre argument de vente et j'ai l'impression que ça devient le jeu. Alors, tu parlais du vidéoprojecteur. Moi, j'ai vu chez iSense donc une laser TV optimisé pour les Xbox Series. Donc là, le message est clair. Clairement, quasiment pas de latence, jusqu'à 240 Hz de taux de rafraîchissement. J'ai l'impression que c'est devenu un argument, peut-être pas marketing, mais au moins constructeur. C'est du marketing, mais il y a aussi une réalité. C'est qu'aujourd'hui, moi, mon vidéoprojecteur, je peux pas jouer dessus. Et on commence à avoir des modèles comme ça qui apparaissent chez certaines marques. Tu l'as dit chez Hisense avec leur C2 qui était sorti un peu plus tôt dans l'année. Chez LG, ils ont des moniteurs, toutes leurs télés sont FreeSync. Ah oui, en plus sur les téléviseurs, oui. FreeSync G-Sync, il y a un public, il y a un public. Je pense que Otaksu, quand il a un téléviseur, il a envie de pouvoir jouer dessus, tu vois. Donc, je vais pas te mentir, je le S95D à la maison. C'est optimisé. Simplement. C'est optimisé. On s'embête pas. On s'embête pas. Mais voilà, j'avais l'impression que sur les téléviseurs. Et qu'est-ce que tu recommanderais, toi, de ce que tu as vu en téléviseur? Oh là là, la question piège, il va se fâcher avec tout le monde. Ça dépend toujours du budget. Mais que ce soit chez LG, Samsung, TCL, Hisense, vous avez tous les budgets. Vous avez même des téléviseurs d'entrée de gamme aujourd'hui ont du 120 Hz. Alors faut pas aller trop en entrée de gamme non plus. Moi je recommande souvent aux gens d'essayer de mettre au minimum 500-600 € dans un téléviseur s'ils peuvent. Je sais qu'on n'a pas forcément toujours le budget, mais si vous voulez un très bon téléviseur OLED qui aura un input lag très, très faible et une qualité d'image exceptionnelle, voilà, chez LG, Samsung, il y a eu plein de nouveautés qui viennent d'être annoncées. Vous pouvez les retrouver sur les numériques et ailleurs. Donc de toute façon, voilà, vous avez. Moi je vais vous parler de ce qui m'a frappé cette année, c'est le retour en force des consoles portables, pas du tout portables. C'est vrai que... Alors là j'en ai une qui est très bien. Non, c'est impressionnant, c'est la Acer Nitro Blaze 11, donc avec un écran de quasiment 11 pouces.
Il y a de quoi faire. Voilà, regardez la vidéo qu'on a sur Tech & Co parce que là, j'arrive même pas à la soulever. Mais il y a eu il y a eu Lenovo Legion qui a sorti les Legion Go, dont une version optimisée pour SteamOS. Le premier produit qui utilise SteamOS en dehors du Steam Deck. Et qui est moins cher que le Legion Go S, qui est la version allégée du Legion Go, qui était notre précédent parpaing pour jouer, mais avec des manettes détachables. Et ça, moi, j'aime bien. J'avoue que là, les manettes sont détachables. Bah oui, là, c'est quand même vachement plus pratique pour jouer. Il y a un petit pied derrière sur ça. Non, je rigole, mais le Nitro Blaze, c'est un positionnement avec un écran de 11 pouces, c'est un iPad. Honnêtement, ça fait 1 kg. Le poids est bien réparti, mais enfin, regarde, tiens, je te la confie. Tu devrais pas. Vas-y, ouais, je sais, mais essaye de la prendre. Moi, je dirais même pas que c'est un iPad, je dirais que c'est une surface avec des manettes intégrées en fait. C'est complètement ça. Mais en revanche, c'est vrai que comme vous pouvez détacher les manettes et jouer jusqu'à 2 devant, bah, c'est hyper pratique de l'avoir. Moi, ça m'a frappé qu'on revienne à des consoles. On pensait que les consoles portables sorties de Valve, enfin du Steam Deck et d'Asus, plus rien n'existait. On a eu ça. Sinon, dans un autre délire, on a eu la Game Station Co. Atari, mais ça, c'est pour les vieux de la vieille qui veulent faire du rétro gaming. C'est pas le même prix, mais voilà. Moi, c'est ce qui m'a frappé. Est-ce que ça t'intéresse, toi, les consoles comme ça? Alors, moi, j'aime bien, étant quand même un gamer à mes heures perdues. Je trouve qu'il y a un revival de ces consoles depuis 1 ou 2 ans. On en voit de plus en plus sur le marché. Cette taille-là, je sais pas par contre. Moi, je l'ai découverte. 11 pouces, non? Je l'ai découverte aujourd'hui avec vous. Là, il y a 11 pouces, on est quand même sur un truc. Ça fait 1 kg. Je pense que je pourrais pas faire une session de 2 heures de jeu. Tu la poses. Voilà. D'où l'intérêt du pied. T'es obligé de la poser. Ouais, mais je sais pas. Moi, je préfère les trucs plus compacts, le Steam Deck, la ROG Ally, etc. Alors, j'attends de voir les évolutions. Je trouve qu'en termes d'autonomie, c'était trop limité. Mais on était souvent sur des V1 depuis 1 ou 2 ans. Je pense que les V2 vont être pas mal plus intéressantes. Et on a enfin des prix plus accessibles qui arrivent avec la Legion Go. Voilà. Et tu parles de celle-là, elle a 1 200 €. Donc, niveau accessibilité. Voilà. Non, mais c'est ça, 1 200 €, c'est pas possible. Alors que la Legion Go S est à $500. Donc voilà. Et 100 de moins en version SteamOS. Non, justement, en SteamOS, c'est 500 $. Ah bon? 499, ouais. Voilà. Mais elle sortira un petit peu plus tard, celle-là. C'est ça, exactement. Ouais, elle sort un peu plus tard en mai, ou quelque chose comme ça, ouais. Alors que la Legion Go S Windows sort à la fin du mois. Même dans un mois. Et par contre, elle est beaucoup plus chère, elle est aux alentours des $700. Ouais, oui, c'est ça, c'est 700. Ouais. Il y a $100, 100 € d'écart. Mais ils ont des configurations différentes aussi. Voilà. Messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission déjà. Eh bien oui, il y a encore plein de choses à raconter. Vous avez surtout plein de balades à aller finir de faire. Merci beaucoup à vous d'être venus. Raphaël, on te retrouve sur les numériques. Bah oui. Et émission aussi. Et l'émission aussi sur Twitch tous les jours à 11h30. Alors pas en ce moment parce que je suis là, mais ouais, sans souci. Bon ben voilà. Mais en tout cas, c'est un plaisir de t'avoir avec nous. Mais merci au milieu invité. de la bronca générale, du brouhaha général. Au Taxou, tu connais la maison, tu es toujours le bienvenu. Merci beaucoup. On te retrouve où, toi? Ça n'arrête pas de travailler sur youtube.com/otaxou, OTAXOU. Très nerdy, voilà. Mais j'essaye de prendre par la main les gens et emmener dans le monde de la geekerie folle. On s'amuse très très bien sur ce CES, vraiment. On parlait de SteamOS, j'ai eu l'occasion d'interviewer un développeur de SteamOS pendant 30 minutes. À découvrir sur ta chaîne Otaxou. Et voilà. En tout cas, merci à vous toutes et à vous tous d'avoir suivi ce multijoueur en direct du CES. Vous pouvez le revoir en multidiffusion sur la chaîne Tech & Co, en replay aussi sur le site Tech & Co et sur la plateforme RMC BFM Play, et évidemment l'écouter en podcast partout si nos voix vous ont plu. En tout cas, on se dit à très vite pour reparler vraiment jeux vidéo. La rentrée va être chargée.